L'ultimatum de Donald Trump à Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine qui expire donc aujourd'hui. On en parle avec notre invité. Bonjour Adina Revol, merci beaucoup d'être avec nous, maîtresse de conférence à Sciences Po, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France. Caroline Loyer, bonjour. Bonjour Erwan. Avec nous pour vous interroger sur ce sujet. Ultimatum, Adina Revol, qui est très loin d'avoir produit ses effets. Je pense ça peut être la conclusion du jour. Oui, bonjour. Effectivement, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que rien n'a changé finalement, puisque pour mettre fin à la guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine qui a les clés. Donc Vladimir Poutine, c'est lui qui a envahi l'Ukraine. C'est Vladimir Poutine qui doit accepter de sortir des territoires ukrainiens. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais il y a une chose qui a changé. On voit que l'économie russe va mal et Vladimir Poutine accepterait de rencontrer Donald Trump. Et ça, c'est nouveau. Pourquoi? Puisque Donald Trump a dit qu'il allait mettre des sanctions secondaires sur l'Inde. Et ça, c'est un point intéressant, puisque l'énergie, c'est la clé de tout, puisque toute l'invasion de l'Ukraine est construite sous la rente énergétique de la Russie. Donc, quand on attaque la rente énergétique, on commence à avoir quelques résultats. Concernant cette rencontre annoncée entre Trump et Poutine, est-ce que finalement Poutine n'espère pas juste simplement gagner du temps? Parce que là, il n'accède pas à la demande de Trump, qui est d'accepter une trêve. Tout à fait. Vladimir Poutine veut juste gagner du temps, puisque Vladimir Poutine est, comme je l'ai dit, dans une situation économique très mauvaise. L'économie russe va mal, l'inflation est très forte, le fonds souverain sur lequel il nourrit cette guerre est en cours d'épuisement. Donc, en fait, Vladimir Poutine, il a besoin de revenir également sur la scène internationale et il a aussi besoin donc, de montrer à Donald Trump qu'il fait des efforts. Mais n'empêche, Donald Trump a mis le point là où ça fait mal pour l'économie russe, a mis le doigt sur l'énergie. Et donc maintenant, en fait, il faut y aller sur cette brèche-là. Et puis, dernier point, on ne gagne pas la guerre sur des sanctions, mais ça, on voit que ça sert à poser de la pression. Mais il faut armer massivement l'Ukraine, parce que c'est la seule façon pour que Vladimir Poutine accepte de retirer ses troupes. Et c'est ce que font en tout cas pour l'instant les Européens, l'Union européenne qui continue à soutenir Kiev en faisant don de matériel militaire. Ces derniers jours, la Suède, le Danemark, la Norvège qui ont annoncé leur intention d'acheter des armes provenant des réserves américaines. Il y a encore cet élan de soutien et de solidarité qui est important. Mais c'est capital, puisque cette guerre en Ukraine, c'est une guerre contre l'Ukraine, mais c'est également une guerre contre l'Europe. Et les différents services de renseignement nous le disent. Vladimir Poutine et le Kremlin se mettent en ordre de marche pour éventuellement attaquer un pays européen à l'horizon 2030. Donc, en fait, cette guerre en Ukraine, c'est une guerre d'existence pour l'Europe. Donc, nous devons armer l'Ukraine parce que la bataille se gagne sur le champ de bataille. Mais en parlant de l'Union européenne, est-ce que vous pensez qu'elle a toujours un levier dans ce dossier? Est-ce qu'elle peut être un acteur majeur d'une solution? Parce que là, on a l'impression, avec cette rencontre Trump-Poutine annoncée, que c'est vraiment Washington et Moscou qui dominent la scène. Finalement, Zelensky est complètement en retrait. Et l'Europe aussi. La guerre en Ukraine ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. La paix en Ukraine ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens tiennent déjà depuis 3 ans sur un front de bataille très difficile. Après, c'est une guerre qui a lieu dans l'Union européenne. Donc, il faut imaginer que la ligne de front fait 2000 km. Donc, c'est la distance entre Paris et Budapest. Vous imaginez si, par exemple, Trump et Poutine se mettent d'accord sur, par exemple, pour geler le conflit pendant 99 ans, comme on peut lire dans la presse, c'est un conflit gelé qui aura en fait lieu dans l'Union européenne. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, il y a une question sur la non-présence des Européens, ça c'est clair, mais il y a aussi une question sur une éventuelle
mise des Européens devant le fait accompli. Et ça, c'est quelque chose de très Ouais. important puisque les Européens ne peuvent pas accepter la théorie du fait accompli, ne peuvent pas accepter le fait accompli, et ne peuvent pas accepter le fait que le Vladimir Poutine, par exemple, puisse être récompensé pour avoir, envahi l'Ukraine. À ce sujet, à Dina Revol, on voit un regain de tension en Europe. La Lituanie qui demande à l'OTAN de l'aider à renforcer sa défense aérienne, après avoir révélé que 2 drones militaires russes avaient pénétré sur son territoire. Il y a toujours, voilà, comme vous le disiez, cette menace qui plane sur l'Europe. Bien entendu, cette menace, c'est la menace hybride. Et Vladimir Poutine est un maître dans la menace hybride. Elle est là depuis très longtemps déjà. Il s'agit de la menace informationnelle, des petits grignotages territoriaux, des petites actions comme en Lituanie ou ailleurs, en Roumanie aussi également. Il y a régulièrement des drones qui tombent. Mais on voit bien que l'OTAN se renforce. L'OTAN se renforçait également par l'arrivée des nouveaux membres. Et l'OTAN s'est également renforcée, par exemple, sur le flanc Est et dans la Baltique, sur le flanc Est, en Roumanie, l'OTAN est très présente, notamment avec le bataillon français. Donc, l'OTAN est présente pour aider les pays. Mais cela ne suffit pas parce qu'en fait, il y a également dans cette attaque hybride qu'on est en train de vivre, il y a attaque informationnelle. Et le but de cette attaque informationnelle dans tous les États membres de l'Union européenne, c'est la division de la société. C'est créer de la désunion dans nos sociétés et finalement attaquer nos démocraties in fine. Pour revenir sur les perspectives de paix ou l'espoir d'une perspective de paix, les demandes russes aujourd'hui, qui comprennent notamment la cession de territoire, elles sont complètement incompatibles avec une solution négociée? C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il a envahi l'Ukraine et il sera finalement récompensé pour avoir envahi l'Ukraine. C'est la politique du fait accompli. N'oublions pas les massacres de Boutcha, n'oublions pas les enfants qui ont été kidnappés, qui sont toujours en Russie. C'est une solution qui sera en dehors de tout droit international. Or, c'est ce que l'Union européenne dit depuis toujours, c'est une solution de paix juste et durable, intègre l'intégrité territoriale de l'Ukraine et aussi, bien entendu, le retour, par exemple, des enfants, ce qui est très important, on en parle très peu, mais il s'agit des enfants qui ont été kidnappés et qui sont aujourd'hui en Russie, et on n'en parle pas beaucoup. Adina Revol, pour conclure, le seul moyen efficace de faire pression sur Moscou aujourd'hui, c'est que les Indiens et les Chinois fassent barrage finalement à Vladimir Poutine, mais ça n'a pas du tout l'air d'être au programme. Écoutez, il y a 2 choses. L'énergie, c'est la clé, parce qu'en fait, à travers la rente énergétique, Vladimir Poutine finance sa guerre. Donc, il faut couper les vivres du financement de Vladimir Poutine pour la guerre en Ukraine. Donc, et ça se fait à travers l'énergie. Donc, il faut mettre effectivement des sanctions secondaires sur l'Inde et également la Chine. Mais après, la guerre se gagne sur le champ de bataille. Donc, il faut armer massivement l'Ukraine pour qu'elle puisse gagner. Les Européens le font, mais cela ne suffit pas. Il faut un engagement massif des États-Unis. Merci Dina Revol pour ce décryptage, maîtresse de conférence à Sciences Po, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France.